come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you. Bonjour, je suis Florian et on va pour ce TP donc installer, configurer Proxmox et ensuite donc configurer donc un cluster, un achat et tester cette haute disponibilité pour voir si tout fonctionne correctement. Dans un premier temps, donc on va installer Proxmox, tout simplement. Donc on crée une VM c'est sur du VMware Workstation et donc on lui attribue le mot de passe. On change bien le hostname puisqu'on en aura plusieurs. On va en installer 3 de Proxmox comme ceci. Donc on lui dit bien que c'est le Proxmox donc 1. Puis après on fera le deuxième et le troisième. Et on se retrouve donc juste après pour la configuration donc de Proxmox via l'interface web. Donc ça y est, Proxmox est bien installé, on accède donc via REST IP et le port correspondant donc qui est noté lorsqu'on démarre directement la VM de Proxmox. On arrive à son interface web et on met son mot de passe qu'on a créé donc au départ et on accède à l'interface comme celle-ci donc de Proxmox et c'est là qu'on va pouvoir ensuite simplement créer un cluster, donc c'est-à-dire en l'occurrence regrouper les 3 entités, les 3 instances de Proxmox en une seule pour qu'on puisse l'administrer directement depuis une seule interface. Donc là c'est très simple, on va dans cluster et on crée le cluster. Et une fois que c'est créé, on fait tout simplement donc l'information cluster, on récupère le grand nom avec des chiffres et des lettres et on met dans le deuxième et le troisième Proxmox, ce qui permet ensuite donc de l'ajouter automatiquement dans le premier puisqu'il aura toutes les informations. La seule chose qu'il faudra noter en plus, c'est le mot de passe que vous mettez pour accéder à votre Proxmox 1, voilà tout simplement. Et à la suite de ça, ça l'ajoute automatiquement. Le troisième a été ajouté, on a une coche verte qui s'est mise. Maintenant on va pouvoir donc créer sa première VM, donc machine virtuelle, tout simplement. Donc là on ajoute l'ISO. Pour ajouter l'ISO, il faut tout simplement aller dans le Proxmox 1 qu'on a créé. Et dans le stockage, qui est donc juste en dessous que vous avez pu remarquer, vous avez un espace où c'est marqué image ISO. On upload, donc on met directement l'ISO dans l'espace de stockage de la VM et une fois que c'est stocké, on va pouvoir donc démarrer cette VM en sachant d'ailleurs que l'ISO, on n'est pas obligé de le mettre directement dans l'espace de stockage, on peut utiliser aussi le lecteur de disque si vous mettez ça directement sur un appareil qui contient donc un lecteur de disque. Puis à la suite de ça, là on installera donc Debian 11 et on attendra donc la fin d'installation qui sera bien sûr plus rapide que à l'accoutumée, sinon ça prendra 3 ans pour le rendu du TP. On va réaliser donc maintenant une migration à chaud. La migration à chaud, c'est tout simplement donc de transférer la VM d'un PVE1 donc de Proxmox 1 vers le numéro 2 ou le numéro 3. Ça se passe très simplement, il faut juste ne pas oublier quelque chose, enlever le disque, sinon on ne pourra pas transférer comme ça a été marqué précédemment. Une fois qu'on l'a fait, donc on l'envoie vers le 1 ou vers le 2, on attend que la moulinette se fasse. La migration à chaud, comme vous pouvez remarquer, j'ai marqué les deux écrans, les deux fenêtres. Donc la première qui montre simplement que c'est en train de se transférer, et la seconde qui montre bien que Debian est toujours transféré. Et là vous allez voir, dans quelques instants, la machine Debian, paf, passe dans le PVE2 automatiquement une fois que c'est transféré entièrement. Donc ça c'est vraiment l'avantage.
Il n'y a pas eu de... il y a dû y avoir effectivement de ralentissement, c'est certain. Mais cependant, on a directement donc, le transfert sans besoin d'éteindre la VM. On installe maintenant CEPH qui permet notamment de faire de la redondance et ensuite du HA, mais surtout en fait de faire un pool de stockage, c'est-à-dire en fait avoir un stockage pour les 3 VM et là du coup la redondance l'intérêt c'est que du coup on n'a pas de perte dès lors qu'il y a une coupure donc d'une VM ou d'une machine physique. Donc pour installer cela, donc vous avez toujours dans la machine virtuelle l'onglet CEPH. Une fois que c'est fait, on installe. Une fois c'est installé, on va voir qu'il nous demande une interface publique. Soit vous utilisez celle-ci, et en l'occurrence c'est celle de l'interface principale, mais dès lors que ça coupe, ça serait quand même dommage effectivement qu'on puisse pas utiliser le stockage. Donc autant créer directement une autre interface pour ce CEPH. Donc ça, pour faire cela, c'est plutôt très simple. On revient où on était, donc dans réseau, toujours dans la VM que je vous ai montré, la VM1, et on crée un bridge avec la deuxième interface réseau, puisque vous avez pu voir, vous avez ENS33 et ENS34, le ENS34 étant la deuxième interface réseau. On lui indique, donc là je vérifie directement dans les paramètres, l'adresse IP qu'on va pouvoir lui attribuer, donc pour ma part ce sera celle-ci. On n'oublie pas le masque, puisque c'est un /24. Ensuite, dans tout cela, donc une passerelle, ce n'est pas obligatoire, et surtout que là ça va me bloquer, vous allez voir dans quelques instants. Le port utilisé donc pour faire le bridge, donc en l'occurrence l'interface réseau, et un petit commentaire, donc pour moi c'est le CEPH. Donc là il me dit effectivement qu'il y a un petit problème, notamment au niveau de la passerelle. On n'en a pas besoin de la passerelle puisque c'est juste pour communiquer, donc là je l'ai tout simplement viré. Et on revient donc dans le CEPH avec la configuration qui va avec. On n'oublie pas bien sûr d'appliquer la configuration, sinon ça ne marchera pas au niveau du réseau. Et donc dans le CEPH, on va pouvoir le configurer pour ensuite utiliser donc l'interface réseau. Et on fait cela pour toutes les autres VM, l'installation de CEPH et la configuration de même. Donc comme dit précédemment, on va créer un pool de stockage puisque le CEPH donc, nous dit qu'il est créé mais qu'il y a un problème, notamment il nous manque donc un espace de stockage qui est le pool de stockage. Pour cela, donc dans pool, on crée donc un pool FS pour permettre ensuite qu'il soit utilisé donc, dans les 3 VM. Là c'est très simple, vous avez pu remarquer, c'est hyper simple à réaliser. Et là on retrouve dans les 1, 2 et 3. On déplace la machine virtuelle, le stockage en tout cas de cette machine virtuelle Debian directement dans le pool qu'on vient de créer. Donc là c'est très simple, on va sur la VM, on déplace, donc là on fait d'autres actions et on déplace vers le pool de stockage et on supprime le stockage local puisqu'on n'en aura plus besoin, tout sera sur le stockage donc qu'on vient de créer, le pool de stockage. On va maintenant s'intéresser donc à la haute disponibilité. La haute disponibilité, donc ça permet tout simplement donc de utiliser la VM sur une autre instance lorsque celle-ci plante. Donc ça c'est le gros intérêt. Donc pour créer donc le HA, on va directement donc sur le global et on va demander donc de créer le HA donc dans le menu principal. On crée donc le nom, l'ID, donc qui correspond donc simplement au nom de ce que vous souhaitez faire. Et donc là on va marquer donc haute disponibilité en termes de commentaires pour permettre effectivement de comprendre à quoi ça sert. Et donc, pour ma part c'est le Dyna Cluster qu'on a créé donc précédemment. La priorité donc ça permet de dire s'il y a une machine qui est plus ou moins performante, de dire la priorité, donc tout simplement si une machine plus performante, la 1, la moins performante, la 3. Si les 3 sont pareils, vous mettez ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, donc là le HA a été créé, mais attention, c'est pas parce qu'il est créé que on n'a pas des règles qui sont créées aussi. Pour qu'il puisse être créé et pour que Proxmox puisse faire le HA et savoir quoi faire au niveau du HA, il va falloir lui indiquer donc du coup la procédure.
Donc la configuration se fait très simplement, toujours dans achat, mais cette fois-ci dans le menu principal de achat, on ajoute une genre de configuration, et là on va lui dire, bah tiens, pour le stockage du achat 1, tu lui dis, bah tiens, tu vas essayer de redémarrer 2 ou 3 fois, et pour la VM donc 100, donc ça correspond à la VM Debian qu'on a créée, eh bien tu vas essayer de redémarrer 2 fois, si tu n'arrives pas à redémarrer 2 fois, pouf, tu l'envoies autre part, et puis c'est parti. Donc vraiment très simple. Et donc le moment tant attendu, on va faire les tests et je vais vous montrer donc comment ça donne au niveau de l'achat et la réactivité que peut avoir Proxmox sur ce point-là. Effectivement, Proxmox sera un petit peu plus lent, et pas qu'un peu, je trouve, par rapport à ce qu'on peut trouver chez VMware avec Sexy et vSphere. Mais on est sur du produit qui est gratuit et open source, donc on est sur quelque chose quand même qui est pas mal. Qui est quand même pas mal. Donc là je fais un test de ping pour vous montrer tout simplement comment ça rend. Donc là la machine fonctionne, on va arrêter brutalement la machine 03, donc là maintenant je vais vous montrer pour que ça se fasse. Voilà, paf, la machine est coupée. Donc là comme vous pouvez remarquer, il n'y a plus de ping. On va attendre quelques instants et vous allez voir, le ping va revenir, ça prend du temps mais le ping va revenir et la machine sera redémarrée toute seule sans que j'ai à faire une seule intervention de ma part. Un autre test, on va simuler une panne d'un disque dur. Alors on va l'arracher tout simplement, donc sur toujours la PVM3. On l'a choisi autant qu'elle soit utilisée pour ça. Donc on va donc arracher donc, le disque dur et je vais vous montrer donc, ce qui se passe lorsque ça arrive. Donc là vous voyez, on nous indique tout de suite qu'il y a un problème au niveau de la santé. Donc c'est un peu les informations smart. On nous dit que là actuellement donc, il y a 33% qui est problématique. Ça tombe bien puisqu'on a effectivement 3 machines virtuelles, donc il y a une qui est HS et là on a des informations donc directement depuis la VM qui nous indique qu'il y a un problème au niveau de l'écriture et de la lecture, donc des erreurs d'écriture-lecture, donc en l'occurrence c'est le disque qui est foutu. Là on va remettre le même disque puisque en fait on va tout simplement voir si tout fonctionne correctement une fois qu'on met le même disque. Dans le cas où vous mettez un autre disque, il aurait recréé directement cet espace et il aurait du coup comblé le problème en recréant comme un RAID en l'occurrence les informations. Donc là le temps que ça se fasse, parce que c'est en train de se faire, on ne le voit pas sur l'écran, mais là on voit bien en fait qu'en l'occurrence c'est devenu vert, tout est up, mais il va falloir le montrer que c'est up, qu'on a bien refait le nécessaire. Et une fois que c'est up, tout est vert en l'occurrence, on nous dit que tout va bien.